en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Nous sommes le 1er mai 2020 sur le plateau de la RPA. Bonsoir et bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi dont voici les principales articulations. Célébration de la Journée internationale du travail et des travailleurs, une journée célébrée le 1er mai de chaque année. Cette journée arrive au moment où les droits de nombreux travailleurs sont piétinés pendant l'exercice de leur travail. Présence à grande échelle de nouveaux cas de Covid-19 en République unie de la Tanzanie. La population endosse la responsabilité au gouvernement qui, selon elle, n'arrête pas des mesures pour combattre cette pandémie. Enfin, en politique, le processus électoral est voué à l'échec car il porte en lui les germes des institutions antidémocratiques. La diaspora burundaise plaide plutôt pour le rétablissement de l'accord d'Arusha. Et voilà pour le sommaire. À la présentation, vous êtes avec Trésor Nyongabo et Steve Nyongeko assure la mise en onde. 1er mai, journée internationale du travail et des travailleurs. Au Burundi, les festivités nationales se sont déroulées en Ngozi en présence du président Pierre Nkurunziza. À l'occasion de ces cérémonies, le président de la Confédération des syndicats a entre autres demandé que le travailleur, qu'il soit du secteur formel ou informel, soit respecté. Il a également demandé que le salaire minimum interprofessionnel garanti soit revu pour que le travailleur ne continue pas à croupir dans la misère. Suivez plutôt Célestin Savyimana, président de la Confédération des syndicats Kosibu. twagomba kubanza gushima ko leta yamaze gutera igikomo ku masezerano mpuzamakungu ngenderwako y'akazi inimero 100 n'inimero 100. Nous remercions le gouvernement pour avoir signé la Convention internationale du travail BAR 100 et BAR 111 concernant la réglementation des salaires et la non-discrimination depuis 1993. Nous demandons qu'il y ait un groupe d'experts composé des travailleurs, les employés et le gouvernement pour qu'ils surveillent la mise en application de ces lois. Nous demandons aussi que l'ordonnance ministérielle relative au salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC soit revue comme convenu lors de la réunion générale du travail et les conclusions de cette réunion ont été perçues comme un guide pour restaurer la politique des salaires des fonctionnaires de l'État. Nous demandons que cette politique soit bénéfique aux travailleurs au lieu de les laisser couper dans la misère comme on l'a observé durant ces 5 dernières années. Nous demandons aussi que les avantages que les travailleurs ne bénéficient plus lui soient remis, surtout que cette mesure a été prise sans concertation. Ce représentant de la Confédération syndicale Kosibu a aussi mentionné les difficultés qu'éprouvent actuellement les travailleurs pour se faire soigner et de demander au gouvernement d'appuyer la mutuelle et de disponibiliser les devises pour l'achat des médicaments. Suivez encore une fois Célestin Savyimana. La mutuelle de la fonction publique qui participe dans les soins de santé des travailleurs confronte des difficultés liées au manque de médicaments. Actuellement, la mutuelle s'approvisionne en médicaments et autres matériels auprès des privés locaux, alors qu'elle importait ces médicaments à l'étranger. L'État devait faciliter la mutuelle pour qu'elle importe encore une fois ces médicaments de l'étranger, ce qui favoriserait la disponibilité de ces médicaments. Il est déplorable qu'on continue d'imposer de l'argent du supplément aux affiliés de la mutuelle. De l'argent également exigé dans des hôpitaux. Chaque hôpital fixe ses propres tarifs. Nous demandons que les responsables se réunissent pour fixer des tarifs communs chez les affiliés de la mutuelle qui en sont victimes. Au cas contraire, le constat sera que le commerce serait privilégié au détriment de l'affilié
projet de la mutuelle. Nous demandons au gouvernement de s'intéresser davantage au secteur de vente des médicaments en octroyant des devises pour l'importation et encore réguler les prix de ces médicaments. Célestin Savzimana a été repris en français par Emmanuel Ndaïchimiye. Cette journée internationale du travail et des travailleurs est célébrée au moment où certains responsables des syndicats sont intimidés, malmenés, voire démis de leurs fonctions au Burundi. La RPA revient sur le licenciement illégal à la fin du mois de mars dernier du responsable du syndicat libre des travailleurs de la Braroudi, Emmanuel Niungeko. L'élément sonore n'est pas encore disponible. Cette journée dédiée au travail et aux travailleurs coïncide également avec le 193e jour de détention de nos 4 confrères du groupe de presse Iwachu, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi, Egide Harerimana et Agnès Ndirubusa ont été appréhendés alors qu'ils se rendaient en commune Musigati pour enquêter sur les combats qui opposaient les forces régulières et des groupes armés. Le tribunal de grande instance de Bubanza les a condamnés d'une peine de 2 ans et 6 mois de prison et d'une amende d'1 million chacun. Ils ont été accusés de tentative impossible de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. La défense de ces journalistes a interjeté appel devant la cour d'appel de Nahangwa. Il est prévu qu'ils comparaissent au début de ce mois de mai prochain. Nous vous le disions, cette journée internationale du travail et des travailleurs est célébrée au moment où certains responsables des syndicats sont intimidés, malmenés, voire démis de leurs fonctions au Burundi. La RPA revient sur le licenciement illégal à la fin du mois de mars dernier du responsable du syndicat libre des travailleurs de la Braroudi. Emmanuel Niungeko nous fait le point. Dieudonné Nizigimana, qui fut président du syndicat des travailleurs de la Braroudi Silitrab, a été licencié en date du 27 mars dernier. À l'origine de son licenciement, la dénonciation des cas de vol et de corruption signalés au sein de l'entreprise, les intimidations qu'ont subi certains travailleurs de la part de la direction. Dieudonné Nizigimana a été engagé pour travailler dans le service d'embouteillage au sein de la Braroudi en 2011, après ses études universitaires au campus Kiriri, où il a obtenu un diplôme comme ingénieur industriel. En 2015, il a été élu représentant du syndicat dans ce même service. Gilbert Simbizi, élu président de ce syndicat lors du congrès de 2016, a nommé Dieudonné Nizigimana au poste du secrétaire du syndicat. Après que le président du syndicat ait été contraint à l'exil en 2017, les fonctions du président du syndicat à l'intérim étaient assurées par le secrétaire du syndicat à la même personne de Dieudonné Nizigimana. En date du 29 juin 2019, Dieudonné Nizigimana a été élu à 98 voix par le congrès syndical au poste du président du syndicat Silitrab. En octobre de cette même année, le directeur général de la Braroudi a réuni les syndicalistes pour leur annoncer la mise en place d'un projet dénommé Job Family Model en anglais, initié par l'entreprise Henken, qui visait à engager des travailleurs sous-traitants. Avec ce projet, le budget mensuel alloué au salaire de tout le personnel de la Braroudi aurait passé d'1 milliard de francs burundais à 600 millions. Pour avoir contesté ce projet, la direction de la Braroudi est revenue sur cette mesure en date du 31 octobre 2019. Entre-temps, à la fin de la même année, certains travailleurs se sont retrouvés avec une mauvaise note de cotation, victimes de leur engagement pour le bien des travailleurs. Les efforts fournis par Dieudonné Nizigimana, président du syndicat Silitrab, ainsi que Léon Toussaint Nimubona, vice-président du syndicat, de demander des explications ont été voués à l'échec car ils n'ont pas été reçus en audience par leur employeur. En date du 26 février 2020, les travailleurs de la Braroudi ont sorti un préavis de grève suite aux multiples cas d'intimidation. Le vice-président du syndicat a présenté sa démission le 4 mars. Dieudonné Nizigimana a été licencié après une demande d'explication lui adressée par le directeur général de la Braroudi d'alors, le 18 mars, une demande à laquelle il a répondu en date du 23 du même mois. La lettre de son licenciement est alors sortie 4 jours après. En date du 27 mars, les travailleurs de la Braroudi réunis au sein du syndicat Silitrab ont adressé une correspondance le 9 avril au président du conseil d'administration de la Braroudi pour lui demander que leurs collègues soient rétablis dans ses droits, mais sans succès. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Page santé à présent. Au Burundi, le ministère de la Santé publique a déclaré les
premiers cas de Covid-19 le 31 mars. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement burundais reconnaît 15 cas de malades, dont un décès. Les mesures déjà arrêtées au Burundi pour éviter la propagation du coronavirus qui fait des milliers de victimes au monde sont l'installation des points de lavage des mains à l'entrée des différents endroits fréquentés par plusieurs personnes et la fermeture de toutes les frontières du pays. La mesure de distanciation sociale exigée dans tous les pays affectés par cette pandémie n'a pas encore été prise au Burundi. Dans la même rubrique, le gouvernement tanzanien est accusé par une partie de la population de prendre à la légère la maladie à coronavirus. Dans ce pays qui prend des mesures presque similaires à celles prises par le Burundi, surviennent des décès inexpliqués des hautes autorités ces derniers jours. Émile Nibasumba. Le ministre de la Justice, Augustin Philippe Mahiga, est mort ce vendredi à l'aube. Le communiqué de la présidence indique qu'il s'agit d'une mort subite. Selon ce communiqué, Augustin Mahiga est mort en cours de route alors qu'on l'évacuait vers l'hôpital. Le parlementaire Mganga Ndassa ce mercredi et l'évêque Gertrude Gwakatare le 20 avril sont également morts dans les mêmes conditions. Avant d'être arrêtés par la police, Maître Albert Msando a demandé ce jeudi aux journalistes d'aller sur terrain et d'annoncer la vérité sur le coronavirus. Selon lui, cette pandémie se propage à grande échelle dans la ville d'Arusha. Prochainement, nous n'aurons qu'à enterrer ensemble les cadavres, disait-il. En cette journée internationale dédiée aux travailleurs, le communiqué de la présidence tanzanienne demande aux travailleurs de rester chez eux et de célébrer la journée dans leurs familles respectives. Dans ce pays, les écoles ont été fermées il y a 1 mois et demi. Les autorités demandent également à la population d'éviter des rassemblements et de respecter la distanciation sociale. Toutefois, d'autres activités se poursuivent. Même les églises et les mosquées fonctionnent normalement. Ce vendredi, le principal parti d'opposition, Chadema, a demandé à ses députés de suspendre toute participation à l'Assemblée nationale pendant au moins 2 semaines. Selon ce parti, ces députés doivent également se mettre en quarantaine chez eux. Le parti Chadema accuse le gouvernement tanzanien de prendre à la légère la maladie à coronavirus et demande à ce gouvernement de faire le dépistage de tous les députés. Merci à Émile Nibasumba. Pause ce vendredi des candidats à la course vers le fauteuil présidentiel. Une pause observée à l'occasion de la célébration de la fête du travail et des travailleurs. Dans notre série de reportages sur les projets de société de différents candidats aux prochaines présidentielles, aujourd'hui nous vous parlerons du programme présenté par le parti Sawanya Frodebu. Le reportage est signé Josiane Mouzanez. 10 points ont été mis en avant par le parti Sawanya Frodebu. Parmi eux figurent la réhabilitation de la démocratie, la bonne gouvernance, la justice, les droits de l'homme, ainsi que les accords d'Arusha. Un autre point mis en avant par le parti Sawanya Frodebu est la réduction du chômage, surtout chez les jeunes. Pour ce faire, ce parti envisage prélever au moins 20% sur les budgets attribués aux communes et les affecter dans des projets entrepris par les jeunes. Figure également dans ce programme l'éradication de la pauvreté et la réhabilitation des soins de santé. Le candidat de ce parti, Dondadaye, envisage également, une fois élu, assurer le rapatriement de tous les réfugiés. À la 9e position de ce projet de société vient le rétablissement de l'éducation scolaire et la valorisation du statut de l'enseignant. La question genre a également été évoquée. Le parti Sawanya Frodebu, représenté par l'honorable Léonce Ngendakumana, promet de réhabiliter la femme dans son intégrité et sa dignité, notamment en revoyant la législation nationale avant d'y intégrer des dispositions conformes à la législation internationale à laquelle l'État a souscrit.
Il s'agit d'un processus électoral biaisé qui n'apportera pas la paix au Burundi du fait que ces élections accoucheront des institutions antidémocratiques qui piétinent l'accord d'Arusha, garant de la réconciliation burundaise. C'est l'avis exprimé par un des jeunes de la diaspora burundaise du Canada. Pour Amilcar Diumeko, seul le retour au respect de l'accord d'Arusha pourra sauver le Burundi. Les élections de 2020 présentent pour moi une parodie, une distraction, pas plus. Quant à ce qui pourrait en découler, c'est à savoir si on pourrait connaître une issue salutaire, louable. Non, je n'y crois pas, parce que du fait de la manière dont elles sont organisées, ça c'est de 1, de 2, c'est que les institutions qui en découleront reflèteront, viendront officialiser une tyrannie au Burundi. Rappelons-nous que les institutions qui en découleront devront refléter la constitution de 2018, et cette constitution met en avant, elle met en relief, elle donne beaucoup de pouvoir à l'exécutif et moins de contre-pouvoir aux autres institutions telles que l'Assemblée nationale, telles que le pouvoir judiciaire. Donc quant à moi, non, il n'y a rien de louable, de salutaire qui peut en découler. Peu importe celui qui soi-disant pourrait être élu, ce sera une tyrannie qui sera officialisée, qui sera mise en place. Quant à savoir sur ce qu'il faut aujourd'hui pour un retour à la normale au Burundi, pour moi c'est le retour à l'esprit et à la lettre des accords d'Arusha, parce que en eux, ces accords comportent, je pense quant à moi, le remède quant au problème burundais, quant au mal burundais. Plus simplement, ça serait une première étape, parce que les accords d'Arusha à eux seuls ne suffisent pas. C'est la première étape. Ils sont suivis d'autres étapes au moment où le Burundi serait réellement réconcilié avec lui-même. Amilcar Diumeko s'est exprimé dans le cadre d'une série d'analyses commentaires sur le processus électoral en cours au Burundi. Pour clore ce journal, la rivière Rusizi a encore causé des inondations dans la zone Gatumba, commune Mutimbuzi, le matin de ce vendredi. Les victimes de ces inondations sont sans abri et demandent au gouvernement de leur venir en aide en toute urgence. Les détails avec Vicky Chris Ninheretse. Les collines les plus touchées par ces inondations ce vendredi sont Kinyinya 1 et 2, Mushasha 1 et 2, Muyange 1 et 2 et Gaharawe, ce qui a entraîné le déplacement des habitants de ces collines. Notre source dans cette localité indique que les victimes de ces inondations campent le long de la route Bujumbura-Gatumba avec quelques objets ménagers qu'ils ont pu sauver. Les lieux qui servaient d'hébergement à ces victimes il y a quelques jours, notamment l'église Minevam, la mosquée située au poteau 11 et l'école fondamentale d'Okigende ont été aussi inondés. Les autres collines de la zone Gatumba inondées sont Vugizo et Warubondo. Les habitants de Gatumba, victimes de ces inondations, demandent au gouvernement de leur trouver des abris compte tenu de la situation difficile qu'ils traversent. Plus de 40 000 personnes sont donc sans abri suite à ces inondations il y a quelques jours, indique l'ONG OCHA. Actuellement, il n'y a que 185 tentes montées par la Croix-Rouge dans la localité de Rugarika. Vous saurez que la zone Gatumba est située sur la littorale du lac Tanganyika et de la rivière Rusizi. Merci à Vicky Chris Ninheretse pour ce reportage. Et c'est par ici, chers auditeurs de la RPA, que nous bouclons ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. À la présentation, vous étiez avec Trésor Nyongabo et Mestive Nyongeko à la manette. Passez une agréable soirée partout où vous êtes. C'était le magazine Rumura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.